Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Pourquoi n'arrivons-nous pas à empêcher la violence des casseurs lors des manifestations? Insupportable, des images violentes. Nous en débattons. Alors avec vous, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, donnez votre opinion, votre avis. Nous avons les principaux acteurs de la question. D'un point de vue justice, Jean-Pierre Mignard est avec nous, avocat au barreau de Paris. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour. Bonjour maître, c'est comme ça que l'on dit. Vous pouvez m'appeler Jean-Pierre Mignard. Oui, parce que dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Denis Jacob pour la partie police, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Nous aurons plusieurs intervenants tout au long de l'émission, mais j'aimerais déjà revenir sur cette déclaration. Hier, la maison police brûle. Des syndicats de police écrivent à Emmanuel Macron pour le rencontrer. Il est fort, hein, cet appel, Denis Jacob. Ça sent quasiment même le « dans un instant, si vous n'arrêtez pas, on arrête ». Écoutez, je ne vais pas répondre pour les rédacteurs de ce courrier, je n'en fais pas partie. Je constate juste que ces syndicats qui ont fait ce courrier abordent des sujets qui sont déjà en cours de traitement, que certains sujets ont déjà été obtenus, et notamment par mon organisation syndicale, notamment sur l'utilisation des drones, et on pourra en parler par rapport à la manifestation du 1er mai. Et puis, ça marche bien pour vous, ça a été efficace? Alors il faut renforcer le dispositif, il faut qu'il soit naturellement très cadré juridiquement, il ne faut pas l'utiliser dans n'importe quelle condition, mais oui, ça permettra aussi, ça fait partie des outils à la disposition des policiers qui permettra de lever les polémiques que l'on peut avoir en ce moment, notamment sur les questions de gestion des gardes à vue dans le cadre de ce maintien de l'ordre. Et pour le courrier, si vous me permettez, pour en terminer, bon voilà, ce sont des syndicats qui se sont réunis en bloc, ce n'est pas une intersyndicale. Voilà. Il y a Alliance notamment dedans. Oui, je note quand même que dans ce bloc, il y a une partie des syndicats qui l'avaient rejoint il y a quelques mois pour les élections professionnelles dans la police, ne s'y trouvent plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est à prendre pour ce que c'est à prendre. Bon, ok, c'était important aussi d'entendre l'autre côté. Alors, sur ce que vous dites concernant les drones, Maître Jean-Pierre Mignard, les policiers le disent, c'est intéressant, c'est efficace. Vous mettez un holà ou pas ? Non, je pense qu'en effet, si même les drones permettent d'éviter des gardes à vue inutiles, des erreurs judiciaires, des polémiques insupportables, ça va dans le sens de la protection du droit des manifestants, de la liberté de manifester, et donc c'est une très bonne chose. Mais comme le dit justement Monsieur Jacob, il faut que ce soit encadré, qui a accès aux données, combien de temps sont-elles conservées, ça c'est essentiel. Ouais. C'est parce qu'il y a c'est pas parce que je suis sur la voie publique que ce n'est pas non plus ma vie privée, même si je l'expose publiquement. Maître, d'une manière générale, par nature, quand on défile, c'est pour qu'on soit vu. Oui. Et il y a toutes les caméras, donc déjà... C'est pourquoi je ne suis pas du tout choqué par l'utilisation des drones. Hein. Encore une fois, quelle utilisation en sera faite, mais le principe me semble acceptable. Bon, alors ce qui est insupportable notamment, c'est pour les commerçants. Alors nous partons à Bordeaux. Éric Malzieu est avec nous, directeur de la Ronde des quartiers, l'association des commerçants bordelais. Bonjour Éric Malzieu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais vous avez pris cher avec les manifestations. Et ça a commencé déjà il y a quelques années avec les Gilets jaunes et ça se poursuit. Oui, ça a débuté avec les Gilets jaunes et c'est vrai que les commerçants comprennent pas bien parce qu'en même temps, c'est pas quand vous regardez, c'est beaucoup d'indépendants. Il y a quelques enseignes, mais c'est des enseignes françaises, c'est des emplois locaux, et ils comprennent pas pourquoi ils sont pris comme cible, parce qu'il n'y a pas derrière, il y a aucune image qui correspondrait à une cible potentielle, donc il y a une incompréhension. Pour être limpide avec vous, récemment, nous, on avait lié des contacts pendant les Gilets jaunes, on a refait un message en disant mais il y a des soutiens et des possibilités d'aide psychologique parce qu'on a des commerçants qui se retrouvent quand même dans une situation très très stressante parce que les Gilets jaunes remontent et on pourrait parler d'effets post-traumatiques pratiquement. Vous avez ce sentiment d'impuissance parce que par exemple un commerçant qui voit arriver une horde de personnes violentes et dont il imagine qu'il est impossible de les arrêter, il y a ce sentiment d'impuissance et de révolte contre une certaine manière de garder votre intégrité dans cette République qu'est la France.
Alors, je sais pas s'il y a une révolte, mais par contre, qu'il y ait un sentiment d'impuissance, clairement, parce qu'ils se retrouvent isolés dans leur commerce face à des personnes qui sont structurées. Mais après, ouais, c'est vraiment l'isolement. Je pense que ce qui est le pire, c'est l'isolement psychologique, l'isolement face à la violence, et puis l'incompréhension. Pourquoi moi, alors qu'ils sont déjà en train d'avoir de grosses difficultés, parce qu'il y a des problèmes de fréquentation, parce qu'il y a des problèmes de transformation numérique, transformation écologique, qui ont beaucoup de coûts. Donc voilà, et il faut pas le croire, hein, les commerçants, il y en a beaucoup qui vivent au SMIC, voire en dessous. Donc c'est des gens comme tout le monde. Ça fait mal à plein de choses finalement. Ça fait mal psychologiquement, ça fait mal affectivement et ça fait mal aussi au porte-monnaie. Restez bien avec nous depuis Bordeaux, Éric Malzieu. Denis Jacob, moi je voudrais revenir sur quelques images qu'on a vues. C'est-à-dire il y a par exemple 4-5 casseurs qui arrivent, qui vont briser les vitres d'un commerce. Et puis on voit vos collègues qui sont là. Et de temps en temps, on les voit reculer. Comment est-ce possible? Comment ça peut être entendu, ça? Déjà vous dire que j'ai participé, je suis policier mais je suis aussi syndicaliste, donc j'ai participé à toutes les manifestations contre la réforme des retraites depuis le mois de janvier, et c'est vrai que lors de la manifestation du 1er mai, j'ai été particulièrement choqué du nombre de dégradations. Il y en a à chaque manifestation, on a toujours des black blocs, des casseurs qui viennent, mais là quand même c'était très important, très violent. Alors qu'est-ce qui fait que vos collègues reculent? Ça c'est une image terrible, Denis Jacob. Oui, mais le maintien de l'ordre est fait de telle sorte en France que les policiers n'interviennent pas d'initiative. Ils sont obligés, surtout dans des unités qui sont constituées en maintien de l'ordre, ils n'interviennent que sur ordre de l'autorité. Oui. Donc, tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir par l'autorité directe ou supérieure, ils doivent contenir, reculer et attendre le feu vert pour passer à l'action. Alors ça paraît quand même surréaliste, pardonnez-moi, bon, c'est peut-être candide de dire ça, mais Éric Malzieu, qui représente les commerçants de Bordeaux, est avec nous. Je veux bien que vous soyez en réaction parce qu'il y a des règles, mais entre-temps, la vitrine, le matériel à l'intérieur, c'est fichu. Maître, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que... Attends, la première chose, c'est indemniser. Ouais, non, mais attendez, excusez-moi. Qui indemnise? Ah, mais l'État. Oui, d'accord. Et l'État, c'est qui? Bien, l'État, monsieur, c'est nous. Voilà. Donc c'est nous qui payons encore. C'est nous. Donc c'est le commerçant qui paye deux fois finalement. Quand même, si vous voulez bien. Oui, allez-y. D'une part, les syndicats vont rencontrer le ministre de l'Intérieur. Moi, c'est peut-être une question que je pose, y compris à monsieur Jacob, c'est important. Les syndicats peuvent aussi parler des conditions du maintien de l'ordre, mais aussi des conditions de travail et des choix qui sont faits en matière de politique de maintien de l'ordre. Les gouvernements n'ont pas toujours fait les mêmes choix en matière de maintien de l'ordre. Les politiques ne sont pas les mêmes, monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, lorsque vous avez des manifestations aussi importantes sur des phases de colère, je le dis malheureusement, je crois que c'est inévitable. Il faut être un moment honnête. Jean-Pierre Mignard, vous dites que c'est inévitable que quelqu'un se fasse casser son matériel, sa devanture. Et vous dites c'est pas grave, l'État va rembourser, donc vous allez payer deux fois. Non, ça c'est pas sérieux. Ah bah si, c'est très sérieux. C'est concret en tout cas. Non, mais ça c'est pas concret. Parce que ce qui est concret, voyez-vous... On va demander à Éric Malzieu, mais continuez, allez-y. Non mais attendez, d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer. Non, mais attendez, moi aussi, c'est concret. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Je pose des questions, vous en reposez une autre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Des fois, c'est intelligent de se poser des questions mutuelles. Allons-y, répondez. C'est socratique, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Et moi, j'adore Platon, donc on est dans la lignée. Allons-y, maître. Je pense en effet que l'on ne peut pas poser les questions de maintien de l'ordre sans poser les questions de crise politique et sociale qui engendrent dans tous les pays du monde. Je dis bien dans tous les pays du monde, des débordements dont souffrent, il y a deux grandes victimes, les policiers, sur le plan de leur intégrité physique. Il y a en effet les personnes dont les biens sont dégradés, et puis il y a la troisième grande victime, c'est la liberté de manifester, qui doit être un droit fondamental et qui doit être protégé. Une fois que vous avez là ce triptyque, il faut faire en sorte. Et moi je souhaiterais que les syndicats ne posent pas seulement la question de leurs conditions de travail, c'est majeur, parce que quand il y a des types blessés ou qui se prennent un cocktail Molotov, c'est de dire au ministre, êtes-vous sûr que votre politique en matière de maintien de l'ordre est la bonne? Et puis je dirais, monsieur, et j'en aurais terminé, allez-y, que pour éviter effectivement beaucoup de violence, il faut bien gouverner un pays.
Oui. Et qu'un pays bien D'accord. gouverné, il y a moins de violence. Mais Voilà. bon, Éric Malzieu, vous venez d'entendre ce discours. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous réagissez à ce que dit Maître, parce que bon, c'est vrai, c'est un discours très intéressant, intellectuellement très développé, mais maintenant, le concret, on vous indemnisera. Mais ça peut oui. pas s'entendre, Éric Malzieu. Comment ça Concrètement, Bah, non, je vous le dis, il va peut-être vous le dire. Ouais. Non, mais concrètement, ce que j'ai du mal à entendre, c'est que, déjà, les indemnités, quasiment, je ne connais pas de commerçants qui les ont eu. Ils ont plutôt aussi des retours vers les assureurs, voire des assureurs qui disent, ça fait 2 fois que ta vitrine a été cassée, je ne t'assure plus, et tu vas aller chercher, voir un autre assureur. Dans Ça, acte. c'est leur réalité. Voilà. Donc, je pense qu'ils se retrouvent, encore une fois, comme je le disais, isolés. Après, nous, on n'a pas de jugement sur les manifestations. On sait que c'est un droit constitutionnel, mais quand, à chaque fois, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une rupture des moyens de transport, donc des baisses de fréquentation, donc des baisses de chiffres, et voire des ruptures de la fréquentation. Donc les commerçants ne font que subir, alors qu'ils n'ont aucune vision politique, ils ne sont pas dans des logiques de... Donc là, il y a une vraie incompréhension. Après, je n'irai pas sur le débat de dire que doivent faire les forces de l'ordre. Je pense que chacun a son métier. Après, justement, oui, on va lui poser à Denis Jacob, mais allez-y. On a une fédération nationale qui s'appelle Commerçants et Artisans des Métropoles de France. On a sollicité Bobo plusieurs fois pour être rencontré sur les problèmes de sécurité, de sécurisation et comment on peut faire bouger les choses au sein des commerces aussi. Et il est vrai qu'on n'a jamais eu de rendez-vous, par contre. Bon, alors, voilà, très intéressant. Denis Jacob, c'est vous le spécialiste au niveau police. Donc, évidemment, le maître Jean-Pierre Mignard est un peu provocateur. Qu'est-ce qu'on fait? On tire. Bon, certains se posent la question et certains peuvent être, par dépit, en réaction en disant « moi, j'en ai marre ». Et donc, c'est pour éviter ça. Est-ce qu'il y a moyen d'immobiliser quand même? Est-ce qu'il y a des techniques? Le problème, c'est que vous savez, on a une méthode de maintien de l'ordre qui est reconnue internationalement en France jusqu'au mouvement contre la loi El Khomri en 2016. Et Maître Mignard le disait très justement, les syndicats de police ont leur rôle pour dire au ministre de l'Intérieur, écoutez, votre maintien de l'ordre, ça va pas. Mon organisation syndicale l'a fait en 2016. Très bien. Nous avons dit, attention, le maintien de l'ordre, tel que nous le faisons jusqu'à présent, n'est plus adapté aux manifestations auxquelles nous sommes confrontés, c'est-à-dire un contact avec des casseurs qui viennent vers le policier pour l'attaquer. Et le problème que l'on a dans notre pays, c'est qu'on a une histoire de maintien de l'ordre aussi. Et il ne faut pas oublier que dans la police nationale, nous vivons encore le syndrome Malek Oussekine. Oui, qui était ce jeune manifestant qui avait été assassiné. Et je suis désolé, il y a un choix politique, quelle que soit d'ailleurs l'alternance politique, qui a été de dire vaut mieux qu'il y ait du dommage matériel que des dommages humain. Voilà. C'est un choix. C'est dit. Alors, nous allons y revenir, parce que le sujet est fondamental. Je remercie Éric Malzieu et tous les commerçants bordelais. Merci de votre témoignage, Éric Malzieu. Évidemment, nos 2 grands témoins, côté police, côté justice, restent avec nous, maître Jean-Pierre Mignard et Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. N'hésitez pas à intervenir, 0826 300 300. On n'est pas là à se dire est-ce qu'il faut tirer, mais on est là quand même pour se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est plus supportable. À tout de suite. Frédéric Brindel. Impuissance, nous nous sentons impuissants. Que faire face à ces casseurs? Y a-t-il un moyen d'empêcher cette violence? Les policiers disent au président de la République qu'aujourd'hui nos collègues prennent feu. Ils le déplorent et ils appellent une réaction de l'État. En plateau, avec nous, sur Sud Radio, alors vous les auditeurs, vous appelez au 0826 300 300, mais côté justice, l'avocat au barreau de Paris, Jean-Pierre Mignard, et côté police, le secrétaire général d'Alternative Police CFDT, Denis Jacob. Nous avons parlé avec les commerçants de Bordeaux tout à l'heure qui disaient leur mal-être, leurs besoins, leurs nécessités. Aujourd'hui, il y a ce projet, Jean-Pierre Mignard, de loi anti-casseurs. Rappelons qu'elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel puisqu'elle portait atteinte à la liberté de manifester. Est-ce qu'il y a possibilité de revoir cette loi anti-casseurs? Est-ce qu'on n'a pas tout, on va dire, analysé pour mettre quelque chose de solide en place? Elle a d'abord été abrogée en 81 par le gouvernement de Pierre Mauroy sous la présidence de François Mitterrand. Ça a été une longue polémique, elle existait cette loi. Et elle a été abrogée. Ça avait été un engagement du président de la République, l'Assemblée l'a abrogée. Pourquoi? Parce qu'elle introduisait, parce que si on veut parler de responsabilité de loi anti-casseurs, quel va être le concept? Le concept, ça va être la responsabilité collective.
C'est ça qui va être nouveau. C'est-à-dire, vous étiez dans un groupe, il y a un ou deux pavés qui sont partis, on va plus chercher à savoir qui a lancé le pavé, mais étant dans le groupe, vous êtes tous solidaires, collectivement, responsables du fait. Voilà. Ouais. Et donc, nous avons un principe de droit historique en France, et dans toutes les sociétés démocratiques libérales, lorsqu'elles le restent, c'est celui de l'individualisation des délits et des peines. Ensuite, ça va de dire, non seulement c'est ceux qui se rassemblent, mais c'est ceux qui ont appelé au rassemblement, etc. C'est pour ça que la loi anti-casseurs, elle est effectivement vue avec un regard extrêmement désapprobateur du Conseil constitutionnel, par les juristes et par les juges, qui sont gardiens des libertés constitutionnelles. Hein. Nous allons avoir le temps d'y revenir sur cette loi, sur un projet de loi notamment qui avait été porté par l'UDI. Nous aurons Pascal Brindeau dans un instant, mais déjà avec vous, Denis Jacob. Quelques chiffres. Près de 2/3 des gardés à vue à Paris lors des manifestations du 1er mai ont été relâchés sans poursuite. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que vos collègues vont voir ressortir des gens qu'ils ont arrêtés, déjà. Alors ça, c'est un vrai sujet, polémique, mais ça fait partie du sujet de la loi, on l'appelle comme on veut, anti-casseurs, anti-violence, anti-black blocs, peu importe. Il faut qu'on ait un texte juridique qui permette à l'action de police d'être efficace, d'être juste. Voilà, on va y revenir, mais sur la garde à vue, concrètement, sur les gardes à vue. Ce n'est pas parce que vous avez les 2/3 des gardes à vue qui sont relâchés que les personnes qui ont été relâchées n'ont pas commis d'infraction pénale. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas eu suffisamment d'éléments caractérisés matériels pour poursuivre la personne. Pourquoi ? Parce que vous avez tout un processus qui existe sur le maintien de l'ordre quand on interpelle des personnes qui sont mises en cause quand ils cassent. Vous avez des éléments, des collègues interpellateurs. Vous avez un groupe d'individus. Ils interpellent les fauteurs de troubles. Ça peut très bien être un agent interpellateur, mais qui n'a pas vu la scène et qui a été, dont l'individu a été désigné par un autre collègue. Il procède à l'interpellation, il fait une fiche, il la remplit le plus succinctement possible, parce qu'on est quand même dans on n'a pas le temps d'écrire. D'ultra-violence, voilà. Donc on met quelques éléments concis que l'on donne à un fonctionnaire de police, à des fonctionnaires de police qui vont prendre en charge la personne interpellée, qui va être ensuite conduite au commissariat. Au commissariat, l'enquêteur, officier de police judiciaire, sur la base des éléments de base, va faire un placement en garde à vue. Le parquet va en être informé et il a 24 heures pour apporter des éléments complémentaires d'enquête justifiant l'infraction. Et ça, c'est un casse-tête terrible. Et si l'infraction n'est pas justifiée au terme de la garde à vue, et peut-être même avant, parce que c'est le parquet qui peut lever aussi cette garde à vue, eh bien la personne est remise en liberté. Et c'est ce qui s'est passé pour les 2/3 des personnes en garde à vue, ce qui ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas à la base commis d'infraction. Bien sûr. Et ça, Maître Mignard, vos confrères, évidemment, n'ont pas trop de mal à défendre ces intérêts, parce que c'est vrai que c'est tellement difficile de trouver des preuves, et ils font leur travail. Rappelons-le, l'avocat sert à ça, il fait son travail, c'est un travail noble, mais du coup c'est assez facile à plaider pour disculper celui qui a été arrêté. Je veux dire, en effet, il défend la loi. Oui. Ce que dit M. Jacob, ça se traduit par un défaut de charge. En tout cas, un défaut de charge manifeste, qui ne sont pas susceptibles d'être contestés. C'est ça le principe de notre droit. C'est pour ça qu'avec une loi anti-casseurs, on tente de contourner cet obstacle, est un obstacle quand même majeur dans notre société, par dire, vous y étiez, dont vous avez participé. Vous n'avez peut-être pas... C'est un peu plus ça, c'est sur l'anticipation, c'est-à-dire on vous connaît, vous y allez, on vous interdit. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire que l'on distingue, qu'on a déjà un fichier, pas comme on peut faire d'autres, qui dit que toute une série de personnes sont connues pour être violentes, et que si elles viennent dans une manifestation, c'est qu'on peut penser qu'il y a une présomption de participer à des actes de violence. Sauf que si elle a été violente il y a 10 ans, elle l'est plus forcément aujourd'hui. On peut, bien sûr, deuxièmement, puis ensuite, on l'a utilisé pour les hooligans, mais dans un site fermé. On rentre dans un stade, on n'en sort pas, c'est très différent. Le principe, encore une fois, c'est la liberté d'aller et de venir, et elle ne peut être restreinte, pourquoi pas, qu'à des conditions très strictes, encadrées, en disant, vous, on vous connaît, vous n'en avez rien à faire des revendications sociales, vous allez vous précipiter pour casser une vitrine, casser un policier et envoyer un cocktail Molotov. Par une espèce de jouissance, je dirais, perverse d'ailleurs. Jouissance, c'est-à-dire de qui ? De celui qui casse. Oui, voilà. La jouissance de celui qui casse. Il y a des jouissances multiples. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Bon, alors, mais cela, il faut, les connaître, ne pas se tromper. Si on identifie, vous comprenez
il faut être sûr de soi. Ça, c'est pas vraiment la responsabilité collective. La responsabilité collective, c'est dire, vous, on vous connaît pas, vous avez un casier judiciaire vierge, d'accord, mais vous étiez dans un groupe de 50 personnes, puis il y a un pavé sorti. Alors tout le groupe est co-responsable. Vous voyez le sujet? Oui, je vois bien. Mais rebondissons sur ce que vous nous disiez tous les deux. Et vous aviez l'air d'accord au début quand on a évoqué les drones. Excusez, M. Jacob, Non, mais profitons-en. Denis Jacob, avec ses drones, finalement, on refait le film, c'est-à-dire si on l'a vu, hop, je vous ai vu, c'est bon. C'est un outil d'élément de preuve qui permet de confirmer que l'interpellation de tel individu justifie le placement de la garde à vue. Et c'est pour ça que cette loi anti-casseurs doit aller au-delà même de contourner potentiellement la méthode que l'on emploie aujourd'hui pour placer en garde à vue. C'est-à-dire que cette loi, elle doit intégrer la question de l'utilisation et du cadre juridique des drones. Elle doit intégrer, nous faisons cette proposition-là depuis des années, de mettre à disposition des armes non létales de marquage chimique, comme ça existe dans les banques. C'est-à-dire qu'on peut identifier a posteriori l'auteur d'une ça c'est simple, et pour le coup... Et puis, je rappellerai quand même que cette loi, nous l'avons portée Alternative Police CFDT en 2016. Alors, elle a été effectivement retoquée parce qu'elle était mal rédigée, parce qu'elle allait à l'encontre du droit à manifester. Cette loi doit prendre en compte, vous le disiez très justement, Monsieur Mignard, ces Black Blocs qui sont de toute façon aujourd'hui officiellement identifiés, ils sont 200, 300, en général ils sont fichés S. Oui, il y en avait 11 des fichiers S arrêtés. Et autour de ces 200, 300, vous avez une agrégation d'individus, d'ultras, d'anarchistes, de petits casseurs, et vous vous retrouvez avec environ, comme au 1er mai, 2000 casseurs. Et puis Denis Jacob, les cyclistes, les skieurs, vous direz, nous, quand on part, on met sur notre casque une petite caméra, pourquoi pas non plus sur chaque... Alors, je vous remercie, Frédéric Brindel, d'aborder ce sujet, parce que, alors on va dire que c'est grâce à chaque fois Alternative Police CFDT, mais c'est un fait. Allez-y. Nous sommes l'organisation syndicale qui portons depuis toujours la généralisation des caméras piétons individuelles. Chaque policier doit avoir une caméra. C'est pas pour les fliquer, bien au contraire. C'est pour leur apporter une sécurité juridique supplémentaire dans leur action. Et je vais aller plus loin. Je suis même favorable à ce que le ministère de l'Intérieur étudie la possibilité de mettre également des caméras dans les véhicules, comme ça se pratique aux États-Unis. Alors là où c'est intéressant, c'est que Maître Mignard dit non, pas du tout. Alors, est-ce que vous avez entendu ça, vous, monsieur? Non, je vous ai vu dire non, pas du tout. Vous dites oui, c'est possible. Ah bon, d'accord. Je pense que, au même titre que je pense que le droit de prendre des photos me semble c'est parfait. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc on peut aller en pub serein. Au contraire, on ira vers plus de... Vous voulez absolument faire... Non, je sais pas. Non, mais c'est bien. Donc comme ça, on va en pub sereinement et on reparle de cette loi anti-casseurs avec Pascal Brindaud, ex-député UDI, auteur de la proposition de loi anti-casseurs retoquée par la majorité. On va y revenir. Il est avec nous. Et puis, vous aussi, les auditeurs, je sais que Jean-Louis nous attend au 0826 300 300 pour des questions. Restez bien avec nous. On revient tout de suite. Frédéric Brindel. Vous, les politiques, il est temps de réagir parce que la qualité du débat avec un policier, avec un avocat qui nous disent mais il y a des solutions simples pour empêcher les casseurs, il y a du bon sens, on le sent dans la discussion et pourtant on n'avance pas. On va parler bien sûr de tout cela. Pouvons-nous arrêter cette violence des casseurs dans les manifestations? Avec nous, Pascal Brindaud, ex-député UDI, auteur d'une proposition de loi anti-casseurs retoquée par la majorité. Bonjour Pascal Brindaud. Bonjour. Bon, vous savez, vous êtes maintenant donc dans notre débat avec Maître Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, et puis Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. J'aimerais quand même écouter Jean-Louis qui nous appelle au 0826 300 300 de Bédarieux dans l'Hérault. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Bon, vous avez entendu les propos, justement, vous allez faire le lien entre ces deux parties et puis avec Pascal Brindaud, mais vous, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Écoutez, moi je crois que là, on n'est plus en 1968, il faut envoyer du lourd, comme on dit. D'accord, c'est-à-dire enfin, du lourd, sans exagérer. Non plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, ce qu'il faudrait, c'est que les CRS montent en même temps que le défilé et se mettent devant les magasins.
Alors, est-ce que ça... Alors, question concrète, Denis Jacob, la disposition, la présence des CRS, c'est vrai qu'on les voit tous regroupés d'un côté, expliquez. Alors, il faut déjà comprendre que sur une manifestation, vous avez beaucoup d'effectifs qui sont en tenue de CRS, mais tous ne sont pas CRS. Vous avez les CRS d'un côté, vous avez des gendarmes mobiles de l'autre qui sont mobilisés, et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris qui ne sont pas des CRS. En général, ce sont eux qui sont au contact direct des manifestants, des casseurs, parce que je veux pas qu'on fasse l'amalgame entre oui, ça n'a rien à voir, mais là je crois que tout le monde le sait maintenant. Les CRS, quant à eux, sont en protection dans des rues adjacentes et doivent assurer le bon déroulé du cortège en filtrant les abords du cortège dans les rues adjacentes. Donc les CRS ont un rôle d'abord de prévention, de sécurisation, et c'est vraiment quand il y a des heurts, des troubles à l'ordre public graves avec des attroupements, que là, ils vont passer à l'action avec, à leur côté aussi, les compagnies d'intervention. Mais les policiers sont en général devant la tête de cortège et assurent la protection et surtout font barrière entre les manifestants d'un côté qui sont pacifiques et les casseurs qui sont de l'autre et qui essayent d'infiltrer le cortège. Mais de là, dire il faut qu'on mette des policiers tout le long sur de le la chemin rue, en fait. sur le chemin. Ouais. Mais c'est comme sur une course cycliste, vous savez, on déploie l'encadrement. Ce qu'on appelle chez nous le jalonnement. Oui, voilà, tous les 20 ça. mètres, 30 mètres, on met un policier. Sauf que là, on n'est pas dans le cadre d'une manifestation festive, sportive. On est dans une manifestation sociale pour laquelle on sait qu'il y aura potentiellement des troubles, puisqu'il y a le renseignement territorial qui nous fait en amont remonter les informations comme quoi des casseurs seront présents. Et donc, notre priorité, c'est d'assurer la sécurité de la manifestation et d'assurer le maintien de l'ordre et de faire en sorte que la manifestation qui part d'un point A à un point B sur plusieurs kilomètres, c'est pas une manifestation sur 500 mètres. En général, on parcourt 5-6 kilomètres. Là, on est parti de République, on est allé jusqu'à Nation. Donc c'est impossible de donc c'est impossible. Bon, très bonne question en tout cas. Merci Jean-Louis de Bédarieux dans l'Hérault. Restez d'ailleurs si vous voulez réintervenir, mais je voudrais donc évoquer cette loi anti-casseurs avec Pascal Brindaud, donc ex-député UDI. Rappelons donc possibilité d'inspecter les véhicules et les bagages aux abords des manifestations, interdiction de se dissimuler le visage, et puis ce qui n'avait pas été validé, interdire de manifester des personnes susceptibles d'être dangereuses. Vous, après cette décision du Conseil constitutionnel en 2019, Pascal Brindaud, vous aviez proposé autre chose. En fait, on avait travaillé à partir de la décision du Conseil constitutionnel un dispositif qui permettait au préfet, dans la légalité, dans le respect des dispositions constitutionnelles, d'empêcher, comme on l'avait pu le faire avec les hooligans un temps, d'empêcher quelqu'un, d'interdire quelqu'un d'un espace qui soit proportionné effectivement au risque de violence en fonction de son passé, de sa dangerosité connue. Bon, donc ça s'était passé à l'Assemblée nationale et ça avait été retoqué. Oui, ça avait été rejeté par la majorité En Marche à l'époque. Bon, Maître Mignard, ce que dit Pascal Brindaud, c'est envisageable, non? Vous allez peut-être... Ça ne peut l'être que par décision des juges. Ouais. Ça ne peut être que par décision des juges qui considèrent à la suite effectivement d'un fait de violence commis dans une manifestation qu'une personne, par la réitération de ses actes, présente une dangerosité. Alors là, il faut travailler sur les conditions dans lesquelles, mais eux seuls, qui sont gardiens des libertés, peuvent restreindre au nom de la protection d'une autre liberté celle-ci. Donc c'était possible ce que proposait l'UDI alors. Tout dépend comment c'est écrit, mais rien n'est impossible à condition que ce soit des juges et que effectivement on pèse bien les intérêts qui sont là, la liberté de circulation, la liberté de manifestation et la protection physique des personnes, parce que c'est de ça dont il s'agit avec les casseurs. C'est pas pour ennuyer la vie des casseurs qui ennuie la vie des autres, c'est pour protéger la vie des personnes et protéger la liberté des manifestants, qui deviennent otages un peu de cette histoire, et otages quelquefois de choix de commandement de police, pardonnez-moi Monsieur Jacob, qui sont très vifs, très rapides, et qui tiennent pas compte de la psychologie des foules. Hein. Ça, excusez-moi, c'est très important. Bon, d'accord, ça a le mérite d'être précisé. Pascal Brindaud, quand vous entendez Éric Dupond-Moretti dire « Bon, je vais travailler en proximité avec Gérald Darmanin sur ce projet de loi », on est tenté de dire il serait temps. Vous notez quand même que le côté justice et le côté police dans les ministères ont toujours du mal à travailler ensemble ? Oui, alors
Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations et malheureusement des faits de violence issus de petits groupuscules de casseurs, on remet sur la table le fait de trouver un arsenal juridique renforcé pour pouvoir lutter plus efficacement. Tant mieux si on peut avancer un jour sur le sujet, mais malheureusement, on est souvent dans l'effet d'annonce qui est une annonce sans effet par la suite. Moi, je suis à disposition du ministre, s'il le souhaite, pour travailler sur effectivement le dispositif qu'on avait échafaudé. Encore une fois, c'était à partir des attendus du Conseil constitutionnel. On avait vraiment voulu coller en fait le texte à ce que le Conseil constitutionnel avait dit dans son dans sa décision. C'était pour rester dans le cadre des lois de la République, tout simplement. Maître Mignard veut réagir à ce que vous veniez de dire. Pas spécialement ce que vous dites. Le sentiment. D'abord, il faut travailler en effet sur la décision du Conseil constitutionnel, qui est le dernier avis autorisé sur le sujet. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'une loi pareille, ou s'il y a un dispositif juridique qui s'améliore, dans tous les cas, ça doit être fait avec les syndicats de police, les syndicats tout court qui manifestent, avec les associations, les syndicats de magistrats, etc. Une loi comme ça peut être utile, mais ça peut être explosif. Alors, elle se prépare. Ce que je veux dire, c'est on nous refait le coup des retraites, c'est-à-dire vous n'avez pas discuté avec nous, c'est un peu ça. Donc, il faut une loi, quand elle vient devant l'Assemblée sur des sujets aussi importants, il faut déjà qu'elle ait infusé, qu'on y acquiesce, qu'on y adhère. Sinon, ce ne peut être que de mauvaises lois. Évidemment. Denis Jacob, ça avance, ça vous avez pris au mot Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ? Alors, moi, ce qui m'embête, et là aussi c'est une chose qu'on demande depuis des années, c'est que notre administration, comme les administrations françaises en général, sont très verticales. Et je trouve que ça manque de transversalité dans le traitement des questions de sécurité. Je pense qu'on aurait tout à gagner à avoir une plus grande part d'intervention des policiers en transversalité, parce que la réalité du terrain, ce sont les policiers de terrain qui la maîtrisent. Oui, c'est l'expérimentation. Et c'est eux qui peuvent faire remonter leur expérience, leur vécu, pour améliorer le dispositif. Sur la loi, moi je ne vais pas dire que je suis opposé, puisque c'est une loi que sur le principe je porte depuis des années au nom d'Alternative Police CFDT. Par contre, il ne faut pas que l'on considère, quand on dit loi anti-casseurs, tout de suite on voit une loi strictement répressive. Je ne pense pas qu'il faut prendre la loi... Elle est préventive en l'occurrence. Il faut qu'elle soit avant tout préventive, dissuasive, c'est-à-dire qu'elle permette de nous mettre à disposition des moyens d'anticiper en amont les attroupements et les violences qu'on a connues par des casseurs. Donc, par exemple, cette loi devrait pouvoir permettre à ce que ceux qui sont clairement identifiés comme étant des Black Blocs fichiers S notamment, soient obligés de venir pointer au commissariat avant d'aller participer à tel ou tel rassemblement, voire d'être interdit. Et puis je pense qu'au-delà de la loi franco-française, il faudrait peut-être voir aussi l'organisation de la coopération policière européenne. Ça, c'est très important, d'autant qu'on a vu que les Black Blocs venaient d'un petit peu partout parce que les Black Blocs, ils ne sont pas... Alors, il y en a en France, bien évidemment, mais c'est notamment en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, où on a une organisation, parce qu'on peut parler d'organisation Black Blocs, qui fait des stages de formation, on pourrait même dire des stages commando, pour venir sur des théâtres de manifestations, pour casser et s'en prendre strictement aux forces de sécurité pour essayer d'en tuer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu le 1er mai. En Allemagne, il y a des sanctions pénales beaucoup plus lourdes. Alors, Pascal Brindot, là, dans ce débat, donc vous incarnez la partie politique. Je ne sais pas si vous avez pu écouter avant d'intervenir, mais il y avait des idées très précises, c'est-à-dire les drones. Bon, ça a été expérimenté, c'est demandé. Les caméras sur les casques des forces de l'ordre. Et puis, ces armes qui permettent de mettre un signal visuel coloré pour avoir bien défini la personne. Bon, ça, ce sont des propositions concrètes. Comment les politiciens aujourd'hui n'entendent pas ça, Pascal Brindot ? Alors, pour beaucoup de ces dispositions, on est sur le domaine réglementaire et pas sur le domaine légal. Donc, c'est par l'intermédiaire, soit d'un décret ou d'autres dispositions que ces choses-là pourraient être mises en place. Ça se fait déjà dans certains cas, notamment le traçage ADN, mais il faut qu'il soit encore une fois complètement encadré pour ne pas être attentatoire aux libertés publiques et notamment. Oui, parce que ça c'est un vaste sujet. Si on pouvait utiliser un peu plus l'ADN, les policiers gagneraient 3/4 de leur temps dans les enquêtes. Donc ça, là. Mais bon, c'est un sujet qu'on avait commencé à étudier, qui est pour l'instant, je pense, resté dans quelques cartons ministériels. Ouais. Mais là, par exemple, bon, j'ai bien entendu, vous dites ce sont des directives, mais qui fait appliquer ces directives alors ?
Alors clairement, c'est le gouvernement, c'est de nature gouvernementale. D'accord, donc vous allez, vous, en tant que membre de l'UDI, par exemple, et d'autres, j'imagine, dire au gouvernement, lui mettre la pression pour dire il est temps de faire ça, aux côtés des syndicats qui veulent rencontrer aussi. Tout à fait. D'ailleurs, quand on a préparé la proposition de loi, on a fait un certain nombre de consultations, syndicats de police, de professionnels du droit, pour effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, à la fois être au plus près du terrain et être en conformité avec les dispositions constitutionnelles. C'est ça tout l'enjeu, en fait. C'est quand même de volonté. Oui, c'est une question de volonté, j'ai l'impression. Oui. Et ensuite, c'est une question de sécurisation juridique du dispositif. C'est incroyable, parce que là, depuis maintenant 45 minutes, nous avons parlé avec des commerçants, nous parlons avec un avocat, avec un policier, avec vous, politiciens, et j'ai l'impression que tout, quand même, a des chances de se régler assez vite si on part sur du bon sens. Denis Jacob, juste en 10 secondes, et après on revient, bien sûr. Complètement. Et moi, ce que je regretterais toujours, c'est que, et M. Brindot le disait très justement, nous, on est régulièrement auditionnés à l'Assemblée nationale dans le cadre notamment du maintien de l'ordre. Je rappelle qu'après la manifestation des Gilets jaunes, on a été auditionnés. Nous, on a préconisé, Alternative Policier FDT, des modifications du schéma du maintien de l'ordre. Donc, on a un nouveau schéma du maintien de l'ordre qui s'appelle le SNMO, et dans lequel on a préconisé, les traceurs chimiques, et une chose très importante, les traceurs chimiques, qui n'est pas encore mis en place dans les manifestations, c'est ce qui existe en Allemagne, c'est-à-dire des véhicules sonores et lumineux puissants qui permettent d'indiquer aux manifestants que nous allons intervenir, qu'il va y avoir des charges de CRS, justement pour que ceux qui n'ont rien à voir avec les casseurs ne restent pas sur place. Oui, voilà, c'est le principe de la sommation, mais à l'envers. Oui, aujourd'hui, la sommation, les manifestants ne l'entendent pas. C'est fait avec un mégaphone. Vous êtes à 2 mètres, vous l'entendez. Vous êtes 30 mètres derrière, vous l'entendez pas. Et on entend plus fortement les insultes qui vous sont rendues que ce que vous envoyez par le porte-voix. Vous les entendez. Nous partirons à Toulouse dans un instant, parce qu'il reste un point de vue à avoir, c'est celui des municipalités. Il y en a de la casse, et ça coûte cher. Et il faut prendre là aussi des décisions. Restez bien avec nous, vous intervenez comme de nombreux auditeurs, 0826 300 300 sur Sud Radio. J'ai l'impression qu'on avance un petit peu, mais alors pourvu que nous soyons écoutés. Frédéric Brindel. Ils l'ont dit, ils réfléchissent. Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, réfléchissons à une nouvelle loi anti-casseurs. Bon, ça fait bien longtemps que les policiers, le monde de la justice a réfléchi à toutes ces questions. Et nous avons des solutions qui sont données ce matin, concrètes, par Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, par Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police et FDT. Nous avons parlé tout à l'heure avec les commerçants de Bordeaux. J'aimerais que nous parlions aussi avec un maire, et un maire ô combien prestigieux, celui de la si belle ville de Toulouse. Bonjour Jean-Luc Moudinque. Bonjour. Bon, nous avons parlé tout à l'heure avec les commerçants de Bordeaux sur le défraiement, sur la possibilité d'être remboursé sur la casse. C'est un petit peu ce que disent les municipalités là, parce que ça commence à faire beaucoup avec les dégradations dues aux casseurs sur les manifs. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup à la fois pour les collectivités. Nous, à Toulouse, on en est à quelques 400 000 euros de dégradation à la charge de la collectivité, du mobilier urbain, de la chaussée, des poubelles, divers équipements. Et puis, évidemment, il y a les dégradations qui affectent le secteur privé, les vitrines cassées, etc. Donc, effectivement, je pense que à un moment, face à cette ampleur, il faut se poser la question de l'indemnisation à la fois des collectivités et des entreprises privées victimes. C'est 400 000 euros, Jean-Luc Moudinque, pardon. C'est 400 000 euros. Est-ce que c'est sur la totalité jusqu'à présent des 13 journées de mobilisation? C'est ça? Oui. Ouais. Oui. Et alors, quelles sont les grosses dégradations? Qu'est-ce qui coûte finalement le plus cher? Ça fait sourire de temps en temps, mais par exemple, une poubelle brûlée, ça coûte. Oui, surtout que c'est jamais une poubelle. En réalité, il y a beaucoup de poubelles qui ont été brûlées. Il y a du mobilier urbain, des abribus qui ont été cassés. Il y a des morceaux de chaussée, la chaussée en goudron, qui ont brûlé. On brûle les poubelles, ça brûle la chaussée. Voilà des exemples qui affectent directement la collectivité, c'est-à-dire qui porte atteinte à l'espace public. L'espace public, il n'appartient pas au gouvernement, il n'appartient pas à M. Macron. On se trompe de cible. Il appartient aux Toulousains, aux citoyens. Et c'est ça qui me scandalise. Oui, parce que les 400 000 euros, bien évidemment, il va falloir les rembourser. C'est avec les deniers publics. Et les indemnisations, finalement, ce sont les contribuables qui les font. Donc vous avez concrètement demandé au gouvernement d'être indemnisé. Quelle est l'évolution de l'échange
Vous êtes plusieurs municipalités, grandes municipalités, à avoir fait cette demande. Dont Paris. Dont Paris, Alors, oui. moi, j'ai pas formalisé la demande. J'avais fait une telle demande auprès de l'État pour l'épisode précédent qu'on avait vécu. C'est l'épisode dit des Gilets jaunes. Ça avait duré longtemps à Toulouse. On avait été la ville la plus atteinte après Paris, à tel point que là, la facture s'est élevée à 8,5 millions de dégâts pour la collectivité. Et quand je vous donne ces sommes, 8,5 millions pour la période dite Gilets jaunes ou 400 000 euros pour maintenant, c'est bien évidemment des choses qui ne sont pas couvertes par une assurance. Donc j'avais effectivement fait cette demande, l'État n'avait pas accepté, et donc j'avais introduit une procédure devant la justice, et nous avons eu raison. Il y a quelques mois, la justice nous a accordé 2-3 millions, on était loin des... Oui, on est loin des 8. Des 8, c'était d'ailleurs plutôt 2 millions que 3. Simplement, l'État a fait appel de cette décision. Donc, voilà, c'est reparti pour un tour. Parce que il ne veut pas que cette décision puisse faire jurisprudence et que ça lui coûte beaucoup. Donc forcément, s'agissant de ce qui se passe en ce moment depuis quelques semaines, je ne peux pas réfléchir à cette question sans penser à ce précédent dossier dû à la période Gilets jaunes de 2019. Oui, c'est l'accumulation finalement. Bon, merci Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, d'avoir témoigné dans ce débat. On avait besoin du point de vue municipal. Merci encore à vous. Réaction bien sûr, Maître Mignard déjà. 2 millions sur les 8, c'est pas cher payé, non ? Là, c'est pas un problème de cher payé, c'est qu'il faut justifier. On peut avoir 8 millions, mais on n'est pas toujours en état de fournir tous les éléments qui arrivent à cette somme. Mais si on justifie, clairement, c'est à l'État de payer. Bien sûr. C'est ce que la justice a décidé. L'État refuse. Alors là, je trouve que je suis d'accord avec le maire de Toulouse, je suis d'accord avec la maire de Paris. Il n'y a aucune raison que les collectivités assument ce qui est le fait de l'État, y compris par une gestion de la sécurité publique qui n'a pas été efficiente. Je ne mets pas en cause du tout les policiers parce qu'eux, ils prennent des coups. Et manifestants aussi. Mais il y a un problème de l'État. C'est un problème politique de l'État. Mais c'est aux casseurs déjà de payer en fin d'année. Si les casseurs sont... Alors, très bien. Il faut être solvable. Non, mais vous posez Alors, vous êtes d'accord. Mais c'est aux casseurs. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait supporter aux casseurs ? On peut faire supporter aux casseurs le bris d'une vitrine. On l'a vu, etc. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Bien. Maintenant, est-ce qu'on met sur le dos des casseurs, qui ne seront pas tant que ça, si même d'ailleurs, ils sont tous interpellés, l'ensemble des bris et dommages, on ne sera jamais payé, donc c'est pas peine de se raconter l'histoire. Mais vous voyez, il y a une autre question. Mais rentrons sur ce terrain-là, ça c'est vrai. Mais les collectivités territoriales ne doivent pas être exposées. Et les commerçants doivent être indemnisés. Alors ça, il faut être intransigeant. On en a parlé au début. Et pour conclure, Denis Jacob, un petit mot quand même. Il y a un moment où la question de la légitime défense se posera. Vos collègues, on pense à celui qui a été brûlé au 2e degré à Paris. Il y a un moment où vos hommes, ils vont se défendre. C'est malheureusement le risque, c'est qu'on a frôlé le pire au 1er mai avec un policier qui a été gravement brûlé au 2e degré au visage et au corps, et que malheureusement, je crains que nous atteignions l'irrémédiable, à savoir un policier tué, et là, effectivement, il n'y aura pas de questions sur telle ou telle appartenance syndicale. Il y aura unité syndicale pour aller dire non dans la rue cette fois, et c'est les policiers qui iront dans la rue pour dire stop, ça suffit, nous ne sommes pas de la chair à canon et nous ne sommes pas policiers pour se faire agresser, pour se faire insulter, pour se faire tuer. Donc effectivement, je lance cet appel, comme d'autres syndicats, au gouvernement actuel, mais au gouvernement passé, qui doivent prendre conscience aujourd'hui en tant que parti politique de la situation, et ceux qui viendront peut-être demain, de régler cette problématique, et que on ne peut pas demander aux policiers de régler tous les maux de la société si on n'a pas un gouvernement qui derrière lui donne les moyens et la capacité de le faire. Et puis un gouvernement qui gouverne bien aussi. Et il faut conclure, Maître Mignard. J'en profite pour vous remercier, vous, Maître Mignard, vous, Denis Jacob. Et puis, je pense qu'on a peut-être fait avancer un petit peu le débat, je l'espère, sur Sud Radio, avec vous les auditeurs au 0826 300 300. Vous continuez d'ailleurs d'intervenir, mais nous avons eu un maire, nous avons eu un député, un ex-député, nous avons eu aussi des commerçants, bref, tout le monde a son idée et tout le monde a bien compris qu'il y avait des solutions évidentes. Prenons-les. Allez, merci encore. Vous pouvez toujours réagir au 0826 300 300 Sud Radio. À tout de suite.